Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui fascine depuis toujours. Pourquoi est-ce que certaines phrases ont l'air de vibrer, de marquer l'esprit pour la vie, alors que d'autres, pourtant parfaitement correctes, tombent complètement à plat? Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. L'idée centrale qu'on va décortiquer ici, c'est que la puissance d'un texte, elle ne vient pas juste de mots compliqués. Non, elle vient d'une tension, d'une force invisible, mais super concrète, qu'on appelle l'énergie. C'est littéralement ce qui fait la différence entre un texte qu'on lit mollement et un texte qu'on ressent dans ses tripes. Au programme de notre analyse aujourd'hui, 4 véritables laboratoires stylistiques. On va passer du torrent de Victor Hugo au dépouillement d'Ernest Hemingway, pour ensuite voir la friction des contraires chez Gustave Flaubert et terminer sur la décharge nerveuse de J.P. Donleavy. Le but, voir comment ces maîtres arrivent à habiter pleinement leur propre récit. On va vite s'en rendre compte, l'énergie littéraire prend des formes multiples, parfois même carrément contradictoires. Première étape, le secret des phrases vivantes. C'est le problème de base dans l'écriture. On a tous déjà tenu un bouquin entre les mains où franchement les idées étaient top, mais le soufflet retombait super vite. Ça manquait de cette fameuse vibration. Mais pourquoi? C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qui donne sa force à une phrase? En fait, le problème, ce n'est presque jamais un manque d'idées. Le vrai souci, le véritable échec, c'est de rester en surface. L'auteur décrit les choses, d'accord, mais il n'impose pas sa présence. C'est un peu comme occuper une chambre d'hôtel. On y est, mais on n'ose pas y mettre ses propres meubles. La vraie force, elle naît quand l'implication est totale, quand on refuse de rester bêtement sur le pas de la porte. L'énergie dans l'écriture, c'est ça. Un déséquilibre maîtrisé et un engagement total. C'est refuser de se poser dans un confort tiède. Ça demande d'assumer chaque mot, chaque rythme. Et d'ailleurs, faisons une toute petite parenthèse sur la mécanique de base, parce que ça compte énormément. L'énergie demande une sacrée rigueur. Il faut être très rigoureux avec l'orthographe, n'accepter aucune faute. Pourquoi? Parce que la moindre erreur, la moindre coquille, ça brise instantanément cette tension magique. L'énergie exige de jeter à la poubelle les tournures toutes faites pour vraiment élargir la phrase au-delà de son contenu. Gardons bien en tête cette notion de déséquilibre maîtrisé. C'est la clé de tout notre décryptage. Passons à notre premier grand maître, Hugo, le torrent qui déborde. Là, on entre dans un univers où l'énergie prend la forme d'un élan monumental, quelque chose de très vaste, de majestueux. Prenons cet extrait des Misérables. C'était le chaos, et pourtant, dans ce chaos, il y avait un ordre. C'était le tumulte, et pourtant, dans ce tumulte, il y avait un calme. C'était le cri, et pourtant, dans ce cri, il y avait le silence. C'est fou de voir à quel point la phrase hugolienne est en perpétuel mouvement. Elle cherche sans arrêt à dépasser ses propres limites. Elle refuse d'être en cage. Dès qu'elle pose une idée, hop, elle la dépasse. C'est ample, c'est énorme et ça emporte tout. L'idée même de stagner lui est totalement insupportable. Mais alors, comment opère cette magie sur le plan technique? Eh bien, Hugo a sa propre boîte à outils. D'abord, l'anaphore, cette fameuse répétition en début de phrase pour marteler son idée. Ensuite, le parallélisme, où l'on garde exactement la même structure syntaxique pour installer un rythme lourd et puissant. Et enfin, l'antithèse, l'opposition totale, comme le chaos face à l'ordre. Chaque mot appelle son contraire. Le texte enfle, grossit. La force ne vient surtout pas de la brièveté, mais d'une répétition qui submerge complètement la lecture. Mais attention, c'est un torrent, oui, mais dont Hugo a minutieusement dessiné les berges. Il garde le contrôle absolu de ce chaos. On change complètement de décor pour la suite. Hemingway ou l'art du dépouillement. Fini le fleuve majestueux, on passe à un style sec, tranchant comme un scalpel. Si Hugo est le maître du torrent, Hemingway c'est incontestablement le maître du ressort tendu à l'extrême. Observons ce passage du vieil homme et la mer. Le poisson tira sur la ligne. Le vieil homme lâcha le frein. Boum! C'est d'une concision absolue. C'est dense, minimaliste au possible. L'énergie ici ne vient pas du tout de l'accumulation, mais d'un élagage sans aucune pitié. Zéro adverbe pour expliquer, aucun commentaire pour nous dire que le vieil homme a mal ou qu'il est terrorisé. C'est nerveux, libéré du moindre poids superflu. Un geste bref, mais qui raconte tout. Le contraste entre ces deux approches est juste saisissant. D'un côté, on a l'accumulation d'Hugo qui déborde de partout. De l'autre, le vide d'Hemingway. C'est sa fameuse théorie de l'iceberg. En refusant de tout dire, on crée un silence, une béance. Et c'est ce vide qui nous force à plonger sous la surface pour ressentir la tension de l'histoire. Cette compression ouvre carrément des tiroirs secrets dans l'imaginaire. En gros, moins il y a de mots, plus le choc encaisse fort. Poursuivons avec Flaubert et la friction des contraires. Là, la tension devient beaucoup plus subtile. On est sur une balance instable. Chez Flaubert, l'énergie vient d'un système où tout s'oppose en permanence. Prenons cet extrait de Madame Bovary. Elle s'en allait, le cœur gros de désir, comme un vaisseau qui apparaît. C'est un vrai petit bijou de collision. La phrase devient le ring d'un affrontement. Flaubert ne cherche ni à déborder comme Hugo, ni à tailler dans le gras comme Hemingway. Non,
Lui, il prend deux élans contradictoires et il les fait se fracasser l'un contre l'autre. L'écart qu'il creuse ici donne le vertige. On met face à face la réalité intime, presque misérable d'Emma, et une image épique, grandiose, celle de l'océan. Son désir d'absolu s'écrase violemment contre la platitude déprimante de son quotidien. Et cette image du grand navire, ça ne glorifie pas du tout Emma, bien au contraire, ça souligne cruellement à quel point sa vie de province est étriquée. Ces pôles magnétiques opposés qui se repoussent donnent au texte une vibration unique. On ressent presque physiquement l'instabilité de son âme à la lecture. Avant-dernière étape, on monte dans les tours avec Dunleavy, la décharge nerveuse. On accélère le rythme, on commence à halter. Avec J.P. Dunleavy, on oublie la phrase « bien sage, bien poli ». C'est un auteur qui remplit son encrier avec de la nitroglycérine pure. Écoutons cette fulgurance tirée de L'homme de gingembre. Et je suis ici, un géant de gingembre. Une chose qui se déplace, qui se tord, qui danse dans cette ville de boue et de pluie, avec la mort qui me guette à chaque coin de rue. Quelle intensité! La langue est en état d'urgence permanent. Dunleavy joue avec sa syntaxe comme avec un système nerveux à vif. L'énergie ici ne cherche aucun confort. Au contraire, elle dynamite l'équilibre. C'est plein de sève, poussé par une espèce de colère joyeuse qui fait littéralement trembler la page entière. Cette force, c'est presque une centrifugeuse. Et c'est un désordre super bien calculé. Une ponctuation qui n'a aucun sens logique, des envolées pleines de rage, un rythme complètement saccadé et haletant. Ça nous éjecte brutalement de la zone de confort. Mais le vrai secret, c'est que toute cette outrance, c'est une façade. Derrière ce chaos syntaxique se cache une mélancolie profonde, un immense rire bravache jeté à la figure du désespoir. Et boum, ce désordre devient la source d'énergie littéraire la plus puissante qui soit. On en arrive à la conclusion de tout ça, habiter pleinement son propre récit. Parce qu'après avoir décortiqué ces 4 approches incroyables, il y a une vraie leçon philosophique à tirer sur la nature même de l'écriture. Et cette leçon, c'est que l'énergie est une signature. Ce n'est pas juste une petite astuce qu'on apprend sagement à l'école. Que le texte déborde à la Hugo, qu'il se rétracte à la Hemingway, qu'il frotte à la Flaubert, ou qu'il explose façon Donleavy, la seule et unique preuve de cette force, c'est l'engagement. Le vrai écrivain ne fait pas qu'aligner des mots. Il s'incruste dans son texte, et par la force des choses, il s'incruste dans notre esprit. Alors pour clore cette exploration, posons-nous la vraie question. Quand un roman s'ouvre, est-ce qu'on sent une présence vivante à l'intérieur ? La grande littérature, celle qui est chargée à bloc d'énergie vitale, ne laisse jamais personne sur le pas de la porte. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui attend à l'intérieur. C'est vraiment à garder en tête la prochaine fois qu'un livre sera ouvert sur la table de nuit. Gardons cette belle curiosité et à très vite pour un prochain décryptage.